Un des pires étranglements, le plus sévère pour l'Afrique, c'est notre indifférence. Tout ceci est si loin de nous. Et pourtant. Autrefois, les distances étaient fort longues et tout voyage était une aventure, certes dépaysante, mais sans une telle rupture entre nos modes de vie. Or, aujourd'hui, les distances physiques sont réduites par l'avion. En quelques heures, nous sommes à Bamako ou Dar es Salaam. L'autre distance, cependant, la vraie, s'est agrandie. Des experts nous diront qu'elle est de 1 à 120, d'autres de 1 à 40. Mais que cela signifie-t-il pour l'homme de la rue? Il faudrait minutieusement et prosaïquement comparer ce qu'est la journée d'un Texan à l'aise, ou plus simplement d'un bon bourgeois de Neuilly, à celle d'une paysanne du Sahel. Toute notre technologie, notre intelligence ont été incapables de la réduire, cette distance-là. La seule différence, avant, nous ne le savions pas. Aujourd'hui, si. La belle affaire. Le tiers-monde n'est pour nous qu'un spectacle. Calés dans nos fauteuils, les pieds dans nos pantoufles, nous regardons sur un écran défiler des images de famine, le carnaval de la misère, tellement habitués au spectacle que nous ne distinguons plus entre la réalité et la fiction. Parce que ces chiffres épouvantables, ces photos atroces ne signifient rien et finissent par nous saturer. Les médias, loin de sensibiliser l'opinion publique, l'ont endormi. Nous qui sommes si bien informés, savons aujourd'hui comment on meurt en Inde, en Afrique ou en Amérique latine. C'est tout. Quand la situation devient trop dramatique, quand les enfants du Cambodge agglutinent leurs squelettes et s'en viennent mourir devant nos yeux mornes et nos ventres gavés, nous vibrons. L'espace d'une image, parce que notre vie est devenue si terne que nous avons besoin de la souffrance des autres pour nous sentir bien, par contraste. Mais personne ne se soucie de la malnutrition ordinaire qui ravage l'Afrique et le tiers-monde, à moins qu'au Sahel, elle ne devienne spectaculaire. Alors notre sursaut sera de courte durée. Tout cela est si loin, on n'arrive pas vraiment à y croire, on ne veut pas. Nous, qui revendiquons si fort les droits de l'homme, qu'en faisons-nous de ces centaines de millions qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté absolue, comme s'il y avait un seuil, des 15 millions d'enfants morts de malnutrition par an? Leur liberté ne nous intéresse pas. Parce que ces gens ordinaires n'existent guère pour nous et qu'il semble normal que leur seul droit qu'ils aient soit celui de crever. Libre. Et même ces intellectuels qui s'excitent si fort des privations de liberté de leurs homologues de l'Est ou d'ailleurs, comme si ceux-ci avaient priorité, oublient qu'en fin de compte, notre liberté a le goût de l'exploitation et nos privilèges celui du pillage. Comment peuvent-ils évoquer les 36 000 morts de malnutrition par jour sans remettre en question la société même qui leur assure un statut? Comme l'écrivait Fernand Braudel, l'Europe devint incompréhensible sans ses esclaves et ses économies sujettes. Notre intelligentsia ne serait pas ce qu'elle est sans l'esclavage, la colonisation et la continuation du pillage. On parle fréquemment des droits de l'homme, mais il faudrait aussi parler des droits de l'humanité, disait Fidel Castro. Et tandis que notre Voltaire se battait pour la liberté d'un Calas, il ne craignait pas de financer les trafiquants, même s'il s'agissait d'esclaves. Sartre reconnaissait que notre humanisme, après striptease, se retrouvait tout nu, pas beau. Ce n'était qu'une idéologie menteuse, l'exquise justification du pillage. Ses tendresses et sa préciosité cautionnaient nos agressions. De la même façon, l'ouvrier français n'acceptera pas généralement d'admettre que le vrai prolétaire du XXe siècle, c'est le paysan des savanes et, plus encore, la paysanne. Nos féministes acharnées imaginent difficilement ce qu'est la vie d'une paysanne africaine. À la fin du XVIIIe siècle, Mungo Park observait déjà, à propos des esclaves noirs des Maures, que leur condition est excessivement déplorable. Dès la pointe du jour, elles sont contraintes d'aller chercher de l'eau dans de grandes outres. Quand l'eau est charriée, les négresses pilent le maïs et préparent à manger. Et comme cela se fait toujours en plein air, elles sont toujours exposées à la triple chaleur du soleil, du feu et du sable. Dans les intervalles, elles balaient la tente et font tout ce qu'il y a de plus pénible. Malgré cela, on les nourrit mal et elles sont cruellement châtiées. Fin de citation. 2 siècles après, c'est encore trop souvent vrai, bien que les femmes ne soient plus esclaves au sens littéral dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, et qu'on ne les châtie plus aussi durement. Mais nous ajouterons à leur tâche la corvée de bois, le travail des champs et souvent le transport des récoltes. Seulement,
Nous n'avons plus l'œil candide de Parc, et nous nous trouvons tout cela naturel. Et voilà que l'Occident généreux, sensible au spectaculaire et aux émotions fortes et épidermiques, part en croisade, non contre la misère acceptée de ces femmes, mais contre les mutilations sexuelles, certes horribles et que nous condamnons, mais qui restent un problème d'abord africain. Jusqu'aux lesbiennes des États-Unis qui s'en mêlent. Et sous prétexte d'aider nos sœurs d'Afrique, n'allons-nous pas violer une seconde fois la pudeur de ces femmes déjà traumatisées? Naturellement, cela fait plus d'effet que de combattre leur exploitation quotidienne, qui est aussi celle de toute une société et dont, encore une fois, nous bénéficions. René Dumont, L'Afrique étranglée, 1980.